Voilà, je viens de commencer, hein. C'est bon, vous êtes live, oui. Juste, ok, je vais partager juste l'écran. Bah, je vais couper peut-être la caméra. OK. Je sais pas c'est quoi le problème. Fenêtre. Est-ce que vous voyez mon écran? Pour moi, oui. C'est bien partagé. D'accord. On commence? Bah, je suis vraiment désolé pour ce retard. Sofiane, s'il te plaît, est-ce que tu peux rester avec moi si jamais on a un problème? Oui, Donc, oui. Je suis voilà. là en background, hein. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais je suis là, t'inquiète. J'accepte D'accord. s'il y a des demandes des participants, parce que ça passe par une file d'attente. Donc là, je vais les accepter. Mais voilà, Amal, il dit OK pour moi. Donc, vas-y, mère. Environ Ok. 45 minutes, mère, à ne pas dépasser, hein. Voilà. D'accord, donc je vais commencer immédiatement. Big Data OK. and DIA Evolution. Donc on va voir c'est quoi la Big Data et l'évolution de l'intelligence artificielle. Ben, je ne vais pas vraiment me présenter. Donc si vous mettez Meher Heni sur LinkedIn, vous allez avoir donc toutes les informations. Donc directement, je vais passer au sujet. Donc l'outline. Je n'ai pas vraiment trouvé du plan pour mon exposé. C'est pour cela donc j'ai utilisé voilà cette citation d'une voilà donc de l'autrice américaine Alice Morse Early. Donc yesterday is a history, tomorrow is a mystery, and today is a gift. That's why it's called the present. Donc voilà entre hier, demain et aujourd'hui. Donc, vous voyez toujours l'évolution de la technologie. Donc, à certains moments, on dit c'est la technologie, c'est pas la magie. Donc, voilà, c'est l'IA. C'est tout ce que vous voyez aujourd'hui. Donc, c'est l'output de l'IA. Donc, je vais commencer par la big data et the major trends that change the world. Donc, voilà, je vais commencer par le Web 4.0, bah, qui est venu sûrement après le Web 4 3.0, 2.0 et 1.0. 1.0, c'est le web classique. 2.0, c'est le web social. On a commencé donc avec chat.fr, avec Yahoo Mail, avec Hotmail, avec Live.fr, etc. Donc, on a commencé à échanger quelques messages donc, entre nous, entre les individus. Le Web 3.0, c'est le web sémantique, là où le web il a commencé à distinguer les profils. Lorsqu'un informaticien cherche souris, on va lui montrer donc souris. Lorsque un chimiste ou voilà donc un biologiste qui cherche souris sur Internet, on va lui afficher donc souris naturelle. Voilà, donc ça c'est le web 4.0, 3.0. Donc à partir du web 4.0, on a commencé à parler du web intelligent, là où on exploitait vos historiques de navigation pour vous afficher donc des publicités, etc. Donc et vous voyez déjà l'interactivité du web de nos jours. Le cloud computing, bah, pour tout le monde, lorsque vous dites c'est quoi le cloud computing, certaines personnes, ils vont vous répondre, c'est là où vous placez vos documents, vos fichiers, vos dossiers et vous pouvez y accéder de n'importe quel endroit et à n'importe quel moment. Bah, c'est vrai que c'est une partie du cloud computing, mais c'est pas uniquement ça. Donc, c'est du SaaS, Software as a Service, c'est du PaaS, pour la Platform as a Service, c'est du LIA, c'est Infrastructure as a Service. Mais tout début, donc peut-être bien que si Sofiane, c'est l'expert du cloud computing et de cybersécurité, etc. Donc, et des domaines donc, en liaison avec ce cloud computing. Donc, le cloud computing, la définition
la plus ancienne, hein, donc avec laquelle il est parti, donc voilà, Amazon, c'est le leader qui a lancé le cloud computing, c'est la location de l'infrastructure informatique à la demande. Donc, et on a fait beaucoup d'autres modèles et beaucoup d'autres modes de cloud computing. Mais, toutes ces définitions donc convergent vers la mobilité de la personne. Je suis de plus en plus mobile, donc je ne suis pas censé apporter mon PC fixe ou mon PC portable, etc. Donc de n'importe où, à n'importe quel moment, je peux connecter à mes dossiers à Google Teams pour lancer une réunion et commencer donc à faire cette réunion, etc. Donc cette mobilité, ça donne un challenge ou c'est un défi pour les opérateurs de télécommunications qui doivent augmenter la capacité de la bande passante pour permettre aux personnes d'être toujours connectées. Parce qu'au début, avec la première génération GSM, GPRS, je ne sais pas de quelle génération vous êtes, est-ce que vous avez vécu cette époque ou non? Donc, si on roulait à plus que 20 km par heure, on n'est plus connecté. Mais maintenant, avec la 4G, avec la 3G, avec la 5G, ben, je ne veux pas vraiment critiquer la 5G. Vous voyez donc combien de temps j'ai pris pour me connecter sur cette réunion. Je ne vais pas vraiment critiquer la 5G en Tunisie, mais je passe directement. Donc, l'objectif de la cinquième génération, la 4G, c'est d'être connecté, de connecter tout le monde et de connecter avec un haut débit. Donc, mais ce haut débit, cette bande passante, ça permet à beaucoup de devices d'être connectés. Et vous avez des smartwatches connectés, smartphones connectés, smart house connectés, donc votre climatiseur connecté, votre réfrigérateur connecté, votre PC portable. Il y en a plein de choses. Donc, connecter votre voiture connectée. Et du coup, on parle de l'Internet of Things. Donc, c'est l'Internet des objets. Et l'Internet des objets, donc c'est beaucoup d'objets connectés, génère beaucoup de données. Et la question qui se pose, où stocker ces données, comment les analyser, comment les garder, comment les exploiter. Et ces questions-là donc donnent naissance à un domaine qui est Big Data. Donc Big Data, c'est un buzzword créé par la première plateforme d'analyse de données massive qui s'appelle Cloudera. Donc Cloudera, notamment, il y en a Hortonworks, notamment, il y en a MapR, notamment, il y en a Big Insight de IBM. Ce sont des plateformes d'analyse de données. Donc, mais le leader mondial, c'est Cloudera qui a donné naissance à ce buzzword et aussi bien donc un deuxième terme qui est data science. Donc, il n'y a pas vraiment data science. Il y a fouille de données, il y a data analytics, il y a data visualization, il y a data storage, il y a data collect. Donc, tous ces contextes-là, donc on les a donc rassemblés dans un domaine qui s'appelle data science, la science de la donnée. Mais ces big data, ben, n'oublions pas, donc, cette diapositive, c'est une diapositive introductive pour ma présentation ce webinaire, mais n'oublions pas que l'IA, l'intelligence artificielle, est le premier neurone pour les réseaux de neurones, est apparu en 1943. Donc, le domaine de l'IA, c'est très ancien et même avant la big data. Mais la génération de beaucoup de données ou massive amounts of data, elle a amélioré ces intelligences artificielles. Et grâce à ces données massives, donc on a entraîné les large language models. Au début, sont des language models. Ce sont des modèles de langage, modèles génératifs, les transformers. Mais si on parlait d'eux, et on va voir après, donc, dans mes slides, l'historique d'apparition des LLM, du machine learning et du l'IA classique de toute façon. Hein. Donc, l'IA, c'est avant la big data, mais avec la big data, si on a beaucoup de données, donc on a beaucoup de données qu'on pourra les utiliser pour entraîner ces modèles. Et du coup, entraîner ces modèles avec ces données massives, ça donne vraiment des choses très fascinantes, très vraiment
sophistiqué, très out of the bounds, si vous voulez décrire donc cette progression, cette explosion des LLM, des bubbles que vous voyez chaque jour. Donc, je sais pas, donc Llama, Queen, voilà, DeepSeek, Claude, etc. Il y en a plein, hein. Donc il y en a il y en a des agents, il y en a le fine-tuning, il y en a donc l'MCP, il y en a beaucoup de domaines qui sont liés à ces LLM, qui sont apparus après ces LLM et qui sont apparus après que ChatGPT, vraiment, il a fait le boom dans ce monde donc en 2022 après que Satman donc il a annoncé que ChatGPT il pourra vraiment donc dépasser l'être humain dans certains contextes. Ben, je vais reculer un peu vers la big data, donc awards of connected and growing instrumentation. So we see in this photo, donc vous voyez sur cette photo, hein, donc en 2023, Google comment il génère 3,8 millions de search query every day. Donc, 1 million logging in on Facebook and 18 million text sent every day. For YouTube, we have 4.5 million video viewed every day. Peut-être bien. Ah, c'est pas every day, je me trompe. C'est chaque minute. Donc, on a 4,5 de millions de vidéos visualisées chaque minute. Imaginons ça, hein, donc Facebook qui génère chaque 60 secondes 25 terabytes. Et je vous mentionne que nos opérateurs de télécommunications en Tunisie ou en France, ou etc., donc ils génèrent au maximum une centaine de terabytes par année. Sachant que Facebook, il génère 25 terabytes par minute. Imaginons comment Facebook, il génère, donc il traite ça. Et d'ailleurs, comment Facebook, il vous affiche les données d'une façon personnalisée. Vous sentez que vous êtes le seul qui utilise Facebook sur cette planète. Donc ça, c'est pour Facebook, pour Twitter, pour Snapchat, pour Grive et pour Amazon, pour la plateforme X qui est Twitter anciennement. Netflix, donc les vidéos visualisées, YouTube, etc., etc. Donc, et vous voyez comment les algorithmes, donc ils vous affichent des choses très personnalisées avec l'isolation et vous sentez que vous êtes le seul que vous utilisez ces plateformes-là. Donc, le tag RFID, vous voyez, donc ça, c'est un tag RFID, Radio Frequency Identification. Donc, c'est l'identification par radio de fréquence. Et vous avez peut-être remarqué ces tags RFID collés sur les habillements, sur les vêtements. Et maintenant, peut-être bien que je cite les magasins de Decathlon, donc en Tunisie, par exemple, au Nord-Afrique, ou en Afrique, parce qu'il y en a plein d'autres magasins en Europe et d'autres continents. Là où on vous demande de mettre tous vos achats dans un bac et on envoie une onde vers ces achats-là et on vous donne directement la somme de vos achats. Imaginons que tous les produits sont munis de ce tag RFID qui contient la seule identification de chaque produit. On envoie une onde vers ces antennes-là. On va recevoir une onde en retour et ces ondes contiennent l'ID de votre produit avec la célérité de la lumière ou de l'onde envoyée à ces antennes-là. Donc, on peut calculer la somme de votre chariot qui contient une centaine de produits en même pas une seconde. Donc, la caissière n'est pas censée vider votre chariot directement. Donc, elle pourra calculer la somme de votre chariot en même pas une seconde parce que la célérité de la lumière, c'est 3,10 à la puissance 8. Mais pourquoi je cite ces domaines-là? Donc, parce que dans le domaine de retails, on utilise des algorithmes comme la prédiction de Next Best Offer. On utilise l'analyse de vos cartes de fidélité pour connaître la tranche d'âge, qu'est-ce qu'ils sont en train de consommer, le nombre de visiteurs pour Carrefour ou Géant
je sais pas, donc Auchan ou Lidl, donc chaque samedi entre 21h et 22h, par exemple. C'est la même chose qu'on utilisait sur YouTube ou sur Netflix, c'est la video recommendation pour vous recommander des produits. Ce sont tous des algorithmes d'analyse de données, donc Next Best Offer, donc comment placer les produits dans les rayons, donc Carrefour ou Géant, parce que si on analyse les tickets de caisse, on connaît très bien celui qui achète un produit A, il va acheter un produit B. C'est le même algorithme qu'on utilisait dans YouTube pour lister votre playlist préférée dès que vous regardez une vidéo. C'est la même manière. Celui qui regardait une vidéo A, il va immédiatement peut-être regarder une vidéo B. Donc, peut-être bien si quelqu'un qui regardait une série, je ne sais pas, qui parle des narcotrafiquants, par exemple, comme Narcos, par exemple, sur Netflix, on va lui présenter immédiatement une proposition d'une série similaire. Pourquoi? Parce qu'on fait le clustering et on va voir après donc les algorithmes de clustering du non supervisé, comment on fait le clustering des produits, comment on fait le clustering des utilisateurs, etc. Donc, on a beaucoup de données. On a du big data. Donc, on met tous les produits dans des clusters. On met tous les clients des clusters et on analyse donc les customer behavior. Et vous avez sur des sites de compétition de l'IA comme Kaggle, beaucoup d'algorithmes donc similaires. Vous mettez juste Customer Behavior, RFM, Responsive Frequency Monitoring pour classer les algorithmes, pour classer les utilisateurs selon leur rétention, leur fréquence de visite, leur monitoring pour combien donc et de combien ils achètent. Voilà, donc à chaque fois, il y en a certains qui viennent beaucoup de fois, mais ils achètent moins, donc on va les inciter à acheter beaucoup de produits, ou peut-être bien il y en a d'autres qui sont fidèles, mais qui viennent vraiment avec fréquence minimale, donc on va les inciter avec des canaux et on va calculer quel est le canal de communication plutôt le plus adéquat pour communiquer avec ce client, etc. On ne diffuse pas des SMS qu'on fait en Tunisie ou en France comme ça. Donc voilà, on diffuse beaucoup de SMS. On utilise la méthode de broadcasting. Donc non, c'est bien calculé. Ça, ce sont les smart meters. À côté, on a les smart meters aussi. C'est de l'analyse de données. Si on prend par exemple, les smart meters utilisés, peut-être bien, c'est un projet pilote en Tunisie, au Maroc aussi. Donc, les smart meters calculent la consommation d'électricité à 5 chiffres après le virgule près. Un des utilisations, c'est pour faire l'équilibrage de charge. Il y en a des quartiers qui ne consomment pas beaucoup pendant l'été. Il y en a des champs, des zones qui vraiment ils consomment beaucoup d'électricité, comme le Middle East, comme par exemple le capital tunisien en été, etc. Et du coup, ça permet, un, aux gens de la STEG en Tunisie ou de l'EDF, donc d'intervenir à distance, aussi bien de faire l'équilibrage de charges entre les quartiers, mais pas uniquement ça, je vais donner un exemple de l'audimat, comment les chaînes télévisées ils peuvent utiliser ces smart meters pour calculer d'une façon scientifique l'audimat, parce qu'on est toujours dans la data science, hein, donc on est toujours dans la data, les statistiques, la collecte des données, etc. Donc, je suis toujours dans la big data. Donc, imaginons qu'on a 5 chaînes télévisées. Bah, je prends la France, hein, France 2, France 3, France 5, TV5 Monde, M6 par exemple. Chaque chaîne télévisée, elle va envoyer un code dans le domaine de télécommunication. On appelle ça signalisation. Donc, ce code, il va être translaté en un degré de luminosité sur votre téléviseur qui consomme par exemple la chaîne télévisée, soit disons France 3. Elle va envoyer le code 3 qui va être translaté en un degré de luminosité sur votre téléviseur
qui consomme 0,00003 volts. Et si, par exemple, moi, je suis l'EDF, je reçois la consommation de Sisofiane entre 21h et 22h, qui est autour de 160,0003 volts entre 21h et 22h, j'en suis sûr que M. Sofiane, il est en train de regarder la chaîne télévisée France 3 à 7 heures exactes. Donc, on peut calculer l'audimat des télévisions d'une façon automatique. Pourquoi? Parce que maintenant, si vous n'êtes pas, donc vous ne payez pas le produit, c'est que vous êtes le produit. Donc c'est how to create a business profile for each person. Facebook maintenant, il vous dit que c'est gratuit et il restera gratuit. Mais comment il gagne de l'argent? C'est grâce à la publicité, c'est grâce à l'exploitation de vos données, voire plus. Hein, donc en 2026 et en 2025 et en 2024 même, on parlait de TikTok et il arrive à un certain moment qu'il paye les visiteurs. Pas uniquement qui est gratuit comme Facebook, mais il paye les gens. Comment il paye les gens? C'est grâce au sponsoring, grâce à vos données qu'il exploite. Hein. Donc c'est les données. L'or noir, donc c'est le nouvel or noir. On exploitait aussi votre position et vous voyez hein, donc les positions sur cette photo. Et même si je vous donne un exemple, hein, donc si vous êtes dans les grandes surfaces et vous passez par exemple une vingtaine de minutes dans les rayons des bébés, on sait déjà ça. Parce qu'à l'intérieur des grandes surfaces, on a des small cells et ces small cells, donc, ils vous permettent d'être connectés à l'intérieur des surfaces fermées. Et si vous ne vous êtes pas activé à geolocation via vos smartphones, on connaît très bien que vous avez passé, par exemple, une vingtaine de minutes dans les rayons, par exemple, de bébé ou dans les rayons de l'informatique. Et lorsque vous jetez un coup d'œil sur votre mur Facebook, vous allez trouver des publicités orientées bébé parce qu'on connaît très bien que vous êtes intéressé par ce domaine-là. Donc, si vous êtes en train de discuter un sujet avec un ami, peut-être bien que j'ai mis une slide. Voilà, donc, how to create a business profile for each person. Facebook choisit-il ce qui peut vous intéresser? Publicité ciblée, donc Facebook, il s'appuie sur l'historique de navigation et voir plus. Hein, donc, vous avez remarqué sûrement que lorsque vous discutez un sujet, vous citez un mot. Par exemple, je ne sais pas, donc je parlais d'un produit de bébé et immédiatement, donc votre smartphone, il va vous afficher des produits orientés donc ce domaine-là. Un reportage diffusé sur une chaîne américaine affirme que le réseau social, pas uniquement Facebook, hein, n'oublions pas uniquement Meta, tous les réseaux sociaux, si vous permettez donc ces applications d'utiliser votre micro, c'est que sont en train d'espionner vos conversations. Et j'en suis sûr que vous avez remarqué, si vous citez un exemple, donc un sujet avec vos amis, vous allez voir sur TikTok des vidéos orientées ce sujet-là ou vous remarquez des publicités orientées ce sujet-là sur Facebook ou sur Meta, sur Instagram, etc. Hein. Donc, peut-être bien après cette présentation, vous allez recevoir des publicités. Ben, si Sofiane il a des publications sponsorisées sur son pour son centre de formation, donc c'est for e-training. Donc, vous allez recevoir peut-être bien parce que votre device, il a capté l'image que je suis en train de diffuser sur mon écran, où je suis en train de parler. Donc, et votre smartphone à côté de vous, donc il va écouter, donc il va espionner ces conversations grâce à son micro, voilà, donc pour vous afficher des publications orientées. Pas uniquement les réseaux sociaux. Alors là, le leader mondial, donc c'est Google. C'est Google qui est à l'issue de toutes les technologies que vous voyez. Hein, donc Google, il exploite vos données que vous êtes en train de translater sur Google Translate, les vidéos que vous êtes en train de visualiser
Google Gemini, les textes que vous êtes en train de demander, les prompts donc, que vous êtes en train de demander à Gemini, les emails que vous êtes en train d'échanger, Google Meets, donc les réunions, tout ça. Donc, Google, il dresse votre profil. Google, depuis 6 ans, peut-être bien, il il vous complète la phrase. Donc, vous mettez par exemple un simple L, par exemple, sur Google Search, il va vous terminer donc toute la phrase. Il connaît très bien qu'est-ce que vous allez chercher avec ces algorithmes d'autocomplete, d'autofuzziness, la correspondance floue et l'autocomplete. Donc, en se basant sur la bibliothèque Lucene, je vous invite peut-être bien de demander des formations orientées Big Data, orienté Elasticsearch, qui se base sur la même bibliothèque que Google Search, donc c'est la bibliothèque Lucene. Donc, il y en a une chaîne de supervision de requêtage textuel, donc Elasticsearch, Logstash, Kibana. Il y en a plein d'outils donc orientés Big Data, donc How to create a business profile. Donc, tout ce que vous êtes en train d'échanger, donc il permet de créer à part, donc pour eux un profil business profile donc de vous. Si vous êtes donc vous payez pas vraiment le produit sur ces réseaux sociaux, c'est les gens qui font de la publicité pour le produit qui payent. Donc, et c'est vous le cible donc ou le prospect de ces réseaux sociaux. Je n'ai pas vraiment assez de temps, donc je vais passer directement vers ce slide qui montre quelques statistiques. Donc, 90% des données sont des données créées ces dernières 5 années. 80% ce sont des données non structurées. Si je dis non structurées, ce sont des textes, ce sont des vidéos, ce sont des audios, etc. Et 20 uniquement qui peuvent être traités par les SGBDR classiques, système de gestion des bases de données relationnelles, Oracle, MySQL, SQL, Postgres, donc DB2, etc. Donc les SGBDR classiques. Donc je passe directement au 7V. Pas uniquement 4V, donc la variété velocity, veracity and volume. Il y en a la variabilité. Donc, la variété, c'est dans la variété. Donc, variété, c'est structuré, non structuré, semi-structuré. La variabilité, c'est la variété dans la variété. Donc, dans la variété, on a le non structuré. Et dans le non structuré, on trouve du texte, de l'audio, de vidéo, etc. Comment exploiter ça et comment les analyser. Donc, la visualisation des données visualisables ou non. La valeur, donc, on donne un score à chaque information et la volumétrie, donc volume, on parle de zettabyte. Zettabyte, c'est 10 à la puissance 3 exabytes, qui est 10 à la puissance 3 pétabytes, qui est 10 à la puissance 3 terabytes, qui est 10 à la puissance 3 giga, méga, kilo. Donc, zettabyte, c'est de l'ordre de 10 à la puissance 21 bits. Donc, imaginons donc, la quantité des données. Donc, ça, c'est la différence entre RDBMS classique. On parle de l'ETL, Extract, Transform and Load, charger les données dans des disques, dans des tables bien organisées, dans des lignes, dans des colonnes, etc. Donc, il y en a des formations SQL, SQL sur Azure. Donc, je suis en train d'avancer et de parler des formations donc, qui sont données par C4E Training. Donc, voilà le centre. Voilà, et vous pouvez contacter ici Sofiane pour réserver votre place pour ces formations. Donc, et de l'autre côté, c'est Raw Data. Ce sont des données brutes qu'on utilise avec qu'on les collecte avec ELT, on parle de l'extract, load, et après on fait la transformation. On n'a pas le temps pour analyser les données immédiatement. Il y en a une grande quantité de données qui circulent d'une façon fascinante, d'une façon rapide, la vélocité, la rapidité sur Internet. Et du coup, si vous êtes en train de chatter avec quelqu'un d'autre, donc c'est que maintenant on doit capter cette information et après on commence à analyser. Vous êtes en train de parler d'un match de football et à certains moments, vous avez dit à votre ami, j'ai regardé le film Star Wars et il me plaît. Donc, et pam, il va capter donc Ajebni en tunisien, Habit en tunisien, degré 2, etc. Donc, on va stocker dans une table votre nom,
Le produit, c'est le film Star Wars et le degré de satisfaction, c'est 3+, par exemple, Habitou. Ajebni, c'est 2+. Voilà, et c'est bon, ça passe. Donc, c'est un degré de Majebni, donc c'est l'autre degré. Et je parle là de sentiment analysis, donc sentiment positif, sentiment négatif, sentiment neutre. Sur cette photo, je présente how many oxen, how many, donc combien de bœufs pour tirer, voilà, donc c'est Grace Hopper, c'est un ingénieur de la marine américaine qui à l'époque, donc des pionniers ont utilisé des bœufs pour tirer des charges lourdes. Donc et cette femme, cet ingénieur en informatique, elle a initié les systèmes distribués. Et si on a beaucoup de données, donc qu'est-ce qu'on va utiliser? Est-ce qu'on utilise un grand taureau pour tirer la charge? On ne peut pas trouver un grand taureau. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer la charge par beaucoup de bœufs, beaucoup de oxen en anglais. D'accord? Donc, c'est pour cela elle a dit qu'on pourra utiliser beaucoup d'ordinateurs qui s'exécutent ou qui calculent en même temps. Et c'est la première femme qui a évoqué la notion de distributed system, donc distributed computing system. Et ces distributed computing system, c'est à la base du cloud computing, l'informatique en nuage, si je suis en train de translater correctement le mot, peut-être bien que si Sofiane, donc c'est l'expert en cloud, donc et virtualisation, qui pourra vous parler de ça. Mais pourquoi je parle de ça? Parce que on stocke les données dans des serveurs en parallèle et Hadoop, c'est le framework donc de big data qui voilà qui en même temps il s'installe sur beaucoup de serveurs en parallèle et en même temps donc il rend de ces serveurs une seule unité, une seule gigantesque unité pour le traitement et pour le stockage de ces données-là. Donc, je suis en train de parler de Grace Hopper et vous devez mettre son nom donc sur Internet pour vraiment voir ces gens qui ont fondé l'informatique de nos jours, comme les gens qui ont McCain, donc qui a inventé le premier neurone qu'on verra ensemble après, qui est à la base des réseaux de neurones et les réseaux de neurones qui sont à la base des quoi, donc des LLM qui circulent donc de nos jours. Voilà, Hadoop, c'est le framework qui est composé de la dette du train, donc le locomotive, l'unité de traitement MapReduce, et HDFS pour dire Hadoop Distributed File System. C'est là où on stocke les données, on les traite en parallèle. Il y en a le TGV, c'est une autre formation de 3 jours qui évoque Spark, Spark Machine Learning, Spark Streaming, Spark SQL et Spark Graphics, qui a remplacé la tête du train par une tête de TGV et on a gardé donc HDFS et Spark il est encore plus rapide que les RDBMS classiques qui ne peuvent pas supporter beaucoup de données, mais il est trop rapide, donc à 300 km par heure, donc on fait le traitement en même pas une seconde d'une volumétrie massive de données. Spark, il est très demandé par les entreprises qui cherchent à faire donc de traitement de données massives. Hadoop, we believe that more than half of the world's data will be stored in Apache Hadoop within 5 years. Donc, Hadoop, c'est le framework de Big Data. Donc, c'est une formation, donc Big Data avec les outils de Big Data. Donc, je ne vais pas vraiment étaler donc beaucoup de slides sur Hadoop parce que c'est une formation en entière hein, donc qui s'étale sur 3 ou 5 jours hein, donc vous pouvez la commander. Donc yesterday is a history, tomorrow is a mystery, today is a gift, that's why it's called the present. Donc on va passer distributed AI and generative AI. Donc je vais pas laisser peut-être cette personne, ce médecin qui parlait de ChatGPT, qu'il a vraiment, ChatGPT va-t-il nous rendre immortels? Donc, à l'ère de 2030, c'est le PDG
de Nvidia qui parle de l'ère, de l'avancement, de l'évolution de l'IA. Il a dit que l'IA, il va aider les médecins vraiment voilà, donc, à faire guérir donc, les cancers des gens et du coup, est-ce que les gens ils vont être immortels à l'ère de 2030, hein, donc il n'y a pas vraiment beaucoup voilà, donc je ne vais pas laisser est-ce que vous écoutez ou j'ai pas vraiment partagé peut-être le son? Je repartage l'écran. J'ai oublié de partager. Ouais, c'est bon. Elle progresse extrêmement vite et il lui dépasse dans quelques algorithmes, hein. Imaginons ça. Donc, Sam Altman, voilà. Voilà. Altman qui a déclaré donc qu'on pourra atteindre ça même avant donc 2030. Je vais avancer un peu pour parler donc de l'intelligence artificielle d'une façon générale, donc l'IA, ces termes génériques, mais également donc utilisés dans les applications de base en IA. Donc il y en a un sous-domaine qui est l'apprentissage automatique et on verra ça. Il y en a le deep learning, donc tout ce qui est computer vision, natural language processing, tout ce qui est autour des réseaux de neurones. Il y en a les transformers. Les transformers, ce sont deux, BERT et GPT. Les transformers, il y en a un article qui a vraiment bouleversé vraiment le monde, qui est Self-Attention is all you need. C'est un article écrit par des auteurs de Google, apparu en décembre 2017, qui a vraiment fondé ces transformers. Et du coup, si on parle de l'IA générative, c'est le mix entre deux mots, l'IA et générative. Donc la génération, c'est la création génératif التوليد, le terme en arabe, c'est pas vraiment la création, donc c'est générer de l'audio, générer du texte. Et du coup, le self-attention is all you need, c'est à la base de tous les transformers, qui ce sont deux, GPT et BERT. Et après, on a mixé, GPT c'est unidirectionnel, BERT qui est bidirectionnel, GPT c'est pour dire générative, pre-trained transformer, donc voilà, GPT, BERT aussi, bidirectionnel, etc. Donc j'ai oublié l'abréviation. Et du coup, on a mixé les deux en BART et c'est apparu en 2017. Et on va voir voilà, donc, ben, peut-être bien certaines personnes connaissent donc de l'IA classique, hein, donc il y en a l'apprentissage supervisé, régression, classification, donc il y en a le non supervisé, le clustering, par exemple la régression, qui permet de prédire un output, donc une valeur continue, donc une valeur qui appartient à un intervalle, donc bien défini. Mais la classification, c'est prédire ou déterminer en output une valeur qui appartient à un sous-ensemble de valeurs, soi-disant détection de fraude, 0 ou 1. La prédiction de prix, le prix, c'est une valeur continue. C'est pour cela qu'on parle de régression. Classification, donc c'est classé. C'est 1 ou 0. C'est 1 ou 2 ou 3.
C'est féminin ou masculin? C'est une transaction frauduleuse ou non frauduleuse? Ben, j'essaie de résumer parce que tout ça, c'est détaillé dans les formations de l'IA et aussi bien Agentic AI ou les LLM, ou etc. Donc, tout ça, ça évoque donc, avec plus de détails dans les formations orientées, donc l'IA, ou voilà, donc de façon générale, d'une façon restreinte, donc l'apprentissage automatique. Il y en a l'apprentissage non supervisé. C'est comme cette femme qui est en train de trier les dates et du coup, je n'ai pas vraiment une base pour faire l'apprentissage. Donc, j'ai une base de données que j'essaie de l'organiser, donc de faire les tris. Et du coup, si je vous donne beaucoup de cartes de fidélité dans les grandes surfaces, par exemple pour Monoprix, pour Carrefour, donc je demande à l'algorithme de faire le clustering, le groupement des individus, et il va me faire des clusters des individus par k-means, par voilà donc un exemple un modèle d'intelligence artificielle qui fait le clustering, donc k-means, donc il va me retourner des groupes d'individus et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais analyser pour tirer parti, donc tirer des conclusions selon donc le customer behavior, le comportement de ce groupe des utilisateurs. Par exemple, les utilisateurs qui viennent pas beaucoup, donc la fréquence de visite, c'est pas vraiment beaucoup, etc. Donc ça, c'est le clustering. Il y en a l'auto-supervisé qui a donné naissance, donc c'est la générative qu'on verra ensemble. Donc, le générative, c'est create a new content, audio, code, image, text and video, and artificial intelligence qui est l'automatisation. Donc, automatically using a computer program ou modèle. Donc, ça, c'est l'IA générative. Si j'essaie de résumer, donc, c'est quoi l'IA générative? Mais c'est pas un new concept, c'est pas vraiment nouveau. Parce que si les micros sont désactivés, mais si je demande la question, quand est-ce que Google Translate y est apparu? Donc, c'est en 2006. Quand est-ce que Siri, l'assistant des iPhones, a apparu? C'est en 2011. Donc, vous demandez à Siri d'activer votre alarme et il le fait. Il comprend et il fait des actions. Ce site-là, donc This Person Does Not Exist, donc il a apparu en 2014. Donc vous mettez ce lien, This Person Does Not Exist, immédiatement dans votre navigateur.com et à chaque fois, il va vous générer une personne. C'est comme si une personne réelle, mais c'est fake. Et ce site-là, il a apparu en 2014. Du coup, l'IA générative n'est pas vraiment un nouveau concept, is not a new concept. Qu'est-ce que ça donne? Donc, vous voyez, ça, c'est l'autocomplete de Google. Il a apparu peut-être bien en 2013, 2014, hein, donc c'est très ancien, hein, donc on commençait. Mais c'est quoi le point qui a changé ce monde-là? Donc, OpenAI, Altman qui a annoncé que OpenAI, ChatGPT-4 claims it can be beat, donc il pourra dépasser 90% of human on the SAT. Et c'est quoi SAT? C'est le concours d'accès à l'université en USA. Et c'était un concours très, très difficile. Hein, donc, on passait du physique, du maths, etc., etc. Et ça, c'est un article publié en mars 2023. Et à partir de ce moment-là, donc tout le monde utilisait ChatGPT. Mais ChatGPT utilisait GPT-4, qui est Generative Pre-trained Transformer, qui est vraiment le modèle ou l'algorithme ou le transformer à sa version 4. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, time to reach 100 million users. Vous voyez, hein, donc Google Translate, il a atteint en 78 mois. ChatGPT, il a atteint les 100 millions d'utilisateurs en même pas 2 mois. Pourquoi? Parce qu'il a fait le boom. Il a fait le wow. Donc, tout le monde utilisait ChatGPT. C'est quoi ChatGPT? Il y en a
le modèle, donc le language modeling. Le language modeling, c'est l'utilisation des réseaux de neurones. Et les réseaux de neurones, on pourra les utiliser pour la régression, pour la classification, peut-être bien pour l'NLP, Natural Language Processing, la Sentiment Analysis, comme j'ai déjà parlé tout à l'heure. Donc, on utilisait les réseaux de neurones pour prédire le reste de la phrase. Donc, the color of the sky is, et il va me prédire blue avec 91%. Et vous savez très bien que les modèles ou l'intelligence artificielle, il va prédire avec un pourcentage, avec une probabilité. Donc, given a sequence of words so far, context predict what comes next. Donc, ça, c'est la base. C'est language model. Mais vous voyez, donc, I want to, selon le prochain mot, shovel, donc snow, play, tennis and video, eat, lots, fruits, etc. Donc, selon le prochain mot, il pourra créer ou générer le prochain mot. Donc, voilà. Donc, ça, c'est language modeling. Mais si je prends les neural network language, et ça, c'est une autre formation, donc les réseaux de neurones sont décomposés, sont composés par les neurones ou par les perceptrons. Donc, given x1, x2, on va pondérer ça par des W, des poids. On fait la somme et on va les passer par une fonction d'activation et on a l'output. Donc, on détaille ça dans une formation, bien sûr, intelligence artificielle ou deep learning, etc. Donc, voilà. Donc, et du coup, cette fonction Y, c'est la somme de x1 fois W1 plus x2 fois W2 plus the bias ou le biais en français qui essaie de corriger l'output. Et du coup, vous voyez donc ce petit réseau de neurones, il y en a 5, 8 et 4 et 3. Donc, s'il y en a un poids à chaque lien entre les neurones, il y en a 5 fois 8, 5 input fois 8 poids, plus 8 le biases, plus donc la deuxième couche, the hidden layer en réseau de neurones. Je vais détailler ça dans la formation. Plus 4 fois 3 plus 3, ça donne 90%. 90 trainable parameters. Les 90 paramètres, ce sont les paramètres ou ce sont les weights de réseau de neurones. Mais si je vous dis que, par exemple, Llama, 160 billion parameters, ou 160 maintenant, il y en a des LLM, Large Language Model. Donc, ça, c'est Language Model. C'est un petit language model qui essaie de prédire le prochain mot avec large language model, la modélisation. Ça, c'est large language model. Pourquoi? Parce que c'est large et on utilise beaucoup de neurones. Imaginons la quantité plutôt de paramètres à entraîner pour prédire la séquence ou la phrase si vous donnez un prompt à ChatGPT. Et du coup, il y en a 170 billions paramètres et on verra ensemble combien de paramètres utilisés à entraîner ChatGPT et le coût juste après. Donnez-moi quelques minutes. Désolé pour le... Voilà. Donc ça, c'est Self-Attention is all you need. C'est un article publié par des auteurs de Google et qui utilise des stacks, des blocs de réseau de neurones pour... Il y en a donc pour calculer le attention, donc d'un mot vers d'autres mots et pour prédire le prochain mot, etc. Donc voilà, ça c'est la base, c'est les transformers qui se sont des blocs. Vous voyez, donc il y en a the chicken walked across the road. Donc ça c'est qu'est-ce qu'il va prédire à la fin. Et ça passe par des codeurs et décodeurs. Et les codeurs et décodeurs, c'est une série de blocs qui calculent l'attention entre les mots pour vous générer des mots, etc. Donc, ce sont des blocs et des blocs et des layers de neurones dans les réseaux de neurones pour pourra donc voir ça avec plus de détails dans les formations. Donc, vous voyez, ça, il va calculer
Donc, given an input, donc il va calculer le output et la liaison ou l'attention entre les mots. Donc, self-attention mechanism. Donc, c'est à la base des transformers. Et combien de transformers? Il y en a le BERT qui est à la base de Google, donc bidirectionnel encoding, donc l'encodage bidirectionnel. Il y en a GPT qui est unidirectionnel ou auto-regressive model. Donc, GPT, c'est Generative Pre-trained Transformer. Et il y en a donc deux. Il y en a le Self-Attention, plutôt unidirectionnel Self-Attention. Sur la première partie, ça, c'est GPT. Et ça, c'est bidirectionnel, c'est-à-dire, given dans une phrase, il va calculer la probabilité de liaison dans les deux sens. Mais par contre, GPT, il calcule dans un seul sens. Et dorénavant, donc, c'est autorégressif. C'est-à-dire, donc, il génère les prochains mots en avançant. Il ne fait pas le recul. Et c'est pour cela qu'on a créé le bidirectionnel donc, et le unidirectionnel, donc BART, qui combine les deux. Il utilise l'understanding of BERT dans les deux sens et lorsqu'il génère dans donc les deux sens, il utilise BERT pour la compréhension de votre prompt et pour la génération, il utilise GPT, c'est à la base des LLM. Mais comment on a fondé les LLM? Donc, je vais passer directement. Ça, c'est pour parler des encodeurs et des codeurs. Donc, GPT, Generative Pre-trained Transformer. BERT, c'est Bidirectional Encoder Representation for Transformer. Et du coup, tous les LLM que vous voyez de nos jours sont à la base des LNR, Recurrent Neural Network, LSTM, Long Short, donc Term Modelization, NGRE Models. Donc, tout ça, c'est à évoquer dans la formation LLM. Et après, donc, les LLM sont à la base l'entraînement de deux modèles principaux modèles qui sont GPT et BERT. Donc, on a pris quoi? On a pris GPT, on a collecté beaucoup de données big data, on a entraîné le modèle, on lui a demandé des phrases, donnez-moi l'output pour ce prompt, et il va me donner des résultats. Je teste les résultats et je réentraîne jusqu'à il arrive à être autonome, comme ChatGPT le voyait donc sur Internet maintenant. Donc, step one, c'est collect very large corpus, Wikipedia, books, Stack Overflow, GitHub, Reddit, etc. Ask LM to predict the next word in the sentence and repeat over the whole corpus. Imaginons que vous avez beaucoup de billions de paramètres à entraîner. Mais c'est quoi le fine-tuning? C'est que vous avez un modèle déjà entraîné et vous allez le fine-tuner model. Donc, c'est comme si vous avez un médecin généraliste et vous allez prendre tous les documents de l'ophtalmologie, donc ou cardiologie, et vous les donnez à ce médecin généraliste pour devenir quelqu'un qui est spécialiste dans la cardiologie. Donc, le fine-tuned model, c'est comme si un médecin spécialiste dans un contexte bien défini. Donc, c'est un domaine en task specific data. Et c'est pour cela, donc, si on parle des agents, ce sont des petites instances, des LLM qui sont très entraînés à un domaine très spécifique ou très convergé. Et ça devient le nom Agentic AI. Si vous rassemblez, par exemple, quelqu'un qui est spécialiste dans les requêtages SQL, quelqu'un qui est spécialiste dans le codage PHP, etc., et vous rassemblez ces agentic AI, beaucoup d'agents qui vont vous fournir une plateforme web prête à exploiter. Ça, c'est l'agentic AI. Ça commence par pre-trained model, après fine-tuned model, après agentic AI, mais aussi bien, il y en a l'MCP. Donc, vous voyez, il y en a le future prompt, c'est le chat GPT que vous utilisez maintenant. Le fine-tuning, c'est encore plus spécialiste. Il y en a la RAG, c'est quoi? Retrieval Augmented Generation. C'est comme si vous avez, par exemple, vous êtes un enseignant comme si Sofiane,
il donne tous les rapports de PFE dans le même contexte à un LLM. Et lorsque le modèle il va répondre à partir de ces rapports fournis. Donc, c'est comme si on crée une base spécifique. Vous n'allez pas me répondre à partir de l'Internet, mais vous allez me répondre à partir de cette base de données spécifique. Et on fait le split, chunk, embedding, une base de données. Après, on répond à partir de cette base. Et ça, c'est la RAG. Maintenant, on parle de MCP. Donc, MCP, c'est quoi? C'est Model Context Protocol is a standard that allows AI models like ChatGPT and other LLMs to securely connect to external tools. Vous pouvez connecter votre MCP à quoi? À votre base de données, à votre système de génération, à vos sensors industrie 4.0 ou 5.0, peut-être en pub, je ne sais pas. Mais vous connectez l'MCP, le Model Context Protocol, à beaucoup de devices externes et c'est à travers l'IA. Il va décider, il va vous envoyer des emails, il va vous envoyer des alertes, il va vous envoyer, il va faire le push vers GitHub de votre code, etc. Donc, après la génération de ce code, etc. Donc, ça, c'est les MCP. Aussi bien, donc, how good can a language model become? Comme nous avons dit, on a des paramètres à entraîner. Donc, the bigger is the better. The bigger, the better. Mieux on a des paramètres à entraîner. Est-ce que vous avez les coûts ou non? Il y en a 2 jours, Sofiane, il m'a demandé donc la question est-ce qu'on peut entraîner, créer des agents? Je lui ai dit est-ce que vous avez les ressources matérielles? Est-ce que vous avez des cartes graphiques? Est-ce que vous pouvez entraîner ces billion parameters? Et ces billion parameters, ça pourront être entraînés uniquement avec les cartes graphiques NVIDIA, etc. The bigger is the better. Si je passe directement, vous voyez, donc, the human brain par rapport à GPT, les nombres de paramètres entraînés pour GPT, c'est 1, 10 à la puissance 12. 10 à la puissance 12, c'est 10. Et après, il y en a 12 zéros, c'est 1 trillion parameters. Imaginons donc 1 trillion de paramètres. Notons que le human brain, le nombre de neurones de l'être humain, c'est 100 trillions. On n'a pas encore dépassé le human brain, mais ça grimpe. Il arrivera peut-être le jour, mais je ne sais pas. À ce moment-là, donc, si je vois ce slide-là, je dis peut-être subhanallah, dans le sens que le human brain, c'est 100 trillions de brain. Je ne sais pas, donc entraîner au fur et à mesure que vous êtes vous agrandissez. Le rat brain, donc le brain des rats, donc c'est 10 à la puissance 11, c'est 1 billion peut-être bien, c'est beaucoup moins de ChatGPT-4. Ant brain, c'est beaucoup moins. Mais pour entraîner ça, on a utilisé all the human written text, Wikipédia, GitHub, les livres écrits par l'humanité à partir du moment où le premier humain il a commencé à écrire sur cette planète. Donc, GPT, il a consommé tout ça pour s'entraîner. D'accord? Ça dépasse beaucoup le English Wikipedia. D'accord? Donc, je passe. Vous voyez, le price pour entraîner GPT-4, et je m'adresse à Sofiane, donc c'est 100 billion dollars pour entraîner GPT-4. C'est peut-être bien, j'ai une autre diapositive, c'est la même consommation, peut-être bien de tous les avions, peut-être bien durant une journée, donc pour leur kérosène, les oil price, donc voilà. Donc ça, c'est pour parler des éthiques, mais je ne vais pas m'attarder. Donc voilà, j'ai terminé Facing Crazy World of Agent. Pensez à l'équité, la transparence, la facilité, la responsabilité. Lorsque vous mettez votre prompt dans ChatGPT, essayez de ne pas parler à ChatGPT comme si votre ami intime. Essayez de penser à votre prompt. Ce n'est pas un être humain. Donc, certains de mes étudiants, lorsqu'ils demandaient à ChatGPT, s'il vous plaît, oui, c'est bien d'être poli,
Donc, c'est bien d'utiliser des mots de politesse, mais ce n'est pas avec un robot. Ciblez directement. Si vous avez vu le prompt, ce sont du embedding. S'il va les calculer, les probabilités des mots en relation d'autres mots. Donc, si vous agrandissez le prompt, le contexte window, il va être halluciné. Al-hal wa sa en arabe. Donc, à certains moments, donc directement, vous devez penser à sitôt, contexte, expert persona, test, task and output. Sitôt, contexte. Vous allez, voilà, peut-être bien, vous êtes un expert, on va parler de JavaScript Development. Ça, c'est le contexte. Vous êtes un expert en développement JS. Ça, expert persona. Act as Excel expert. Act as English translator. Act as Chinese translator. Le task, donnez un task à votre LLM. Donnez-moi la translation de cette paragraphe en chinois et l'output en seulement 3 lignes. Donc, lorsque vous saisissez votre prompt à ChatGPT ou à Llama ou à Claude, essayez d'être direct parce qu'à certains moments, il va être halluciné et à certains moments, il va vous dire changer de fenêtre parce que voilà, donc la conversation, elle est devenue trop lente. J'espère que je vous ai donc amélioré donc, vos connaissances par rapport à ce contexte. Merci pour votre attention et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. On a terminé. C'est Sofiane. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Merci. Bah, vous postez ça sur le chat. Merci. Merci, Nour. Bah, j'ai essayé de présenter le nécessaire donc, dans 1 heure. J'étais vraiment voilà, donc, très rapide, peut-être bien utiliser des résumés, cibler directement l'objectif, voilà, donc parler des sources des LLM, que ce soit de la big data et que ce soit donc des GPT et BERT et BART. Mais c'est détaillé, donc voilà. Les sessions, vous pouvez contacter Sofiane, donc il y en a des sessions. Voilà, donc il y en a LLM, the basic, donc là où on détaille c'est quoi GPT, c'est quoi les réseaux de neurones, c'est quoi les réseaux de neurones récurrents et les points faibles de RNN qui ont donné naissance à LSTM, d'où viennent GPT, etc., comment on entraîne. Donc ça, c'est une formation. Il y en a l'IA à l'état de l'art. Donc là où on détaille c'est quoi l'intelligence artificielle, c'est quoi, bien sûr, c'est 80% pratique et 20% théorique. Donc, on développe avec Python des algorithmes d'intelligence artificielle comme la régression, la classification, etc. La formation Big Data aussi, on verra beaucoup d'outils. Donc, Big Data, il y a aussi l'outil Spark qui est très demandé. Donc, voilà, dans le domaine de Big Data, il y en a Kafka. Il y en a en fait beaucoup d'outils. Je vais citer Hive, qui est l'outil publié par Facebook. Il y en a Hashbase, qui est l'outil publié par Google. Il y en a Pig, qui est l'outil publié par Yahoo. Il y en a Spark par Databricks. Il y en a Kafka, c'est l'outil de LinkedIn. Vous mettez Kafka, c'est pour la collecte, c'est un outil utilisé même par Netflix, etc. Donc Airbnb, Uber, etc. Donc il y en a beaucoup d'outils. Chaque outil, il a une formation à part, mis à part la formation fondamentaux de Big Data, qui est une formation introductive, hein, donc 3 jours, ça c'est pour la Big Data. Pour l'IA, il y en a l'IA à l'état de l'art, il y en a les LLM, il y en a ML Ops, c'est Machine Learning, et Ops, donc ça mixe le DevOps, appliquer les stratégies DevOps ou l'approche DevOps sur la Machine Learning. Voilà, donc beaucoup de sessions.
Donc, vous pouvez contacter si Sofiane pour les sessions. Hein. Donc, voilà. Avez-vous d'autres questions, s'il vous plaît? Merci, merci. OK, merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite bon week-end et à la prochaine.